La décharge de Vitas, 7 hectares d'ordures en plein Manille. Sur cette gigantesque poubelle à ciel ouvert, des centaines de chiffonniers s'activent jour et nuit. Parmi eux, il y a beaucoup d'enfants qui survivent en ramassant les déchets. Ils gagnent à peine 1 euro par jour. Aux Philippines, personne ne prend garde à eux, à part 2 hommes. 2 prêtres français, le père Thomas et l'abbé Mathieu. Lorsqu'ils ont découvert cet endroit il y a 3 ans, ils ont été stupéfaits. Hey! On a mis des gens à la poubelle. Leur vie, 24 heures sur 24, c'est la décharge. C'est des poubelles. C'est l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de pire? Dites-moi. Vous êtes dans votre maison, quel est l'endroit le pire où vous pourriez vous cacher? C'est la poubelle. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de pire? Né à Versailles il y a 31 ans, l'abbé Mathieu est arrivé aux Philippines en 1998 pour y faire sa coopération. Il y a rejoint le père Thomas, 49 ans. Ce jésuite corrézien venait alors de fonder ici une association humanitaire. Lorsqu'ils ont découvert la décharge, les 2 prêtres ont aussitôt décidé de venir en aide à ces gens, devenus des parias de la société. À cause de l'odeur qui s'imprègne, y compris sur leur peau, les chiffonniers sont les pauvres qui sont les plus marginalisés parmi les pauvres. Parce que même s'ils vont de l'autre côté de la rue dans des bidonvilles où il n'y a pas de chiffonniers, les gens ne les apprécient pas à cause de leur mauvaise odeur. Sur la décharge, les 2 prêtres connaissent tout le monde ou presque. Derrière le chaos apparent, ils ont découvert une véritable société avec ses codes et sa hiérarchie. Il y a des chiffonniers qui ont le droit de ramasser les métaux les plus précieux, d'autres qui ont le droit de ramasser la ferraille, d'autres qui ont le droit de ramasser le plastique. Donc chacun a sa spécialisation. En fonction de l'ancienneté, de l'autorité que peut avoir le chiffonnier sur les autres, c'est la loi du plus fort. Dans cette jungle, les plus téméraires sont les premiers servis. À l'arrivée des camions poubelles, les accidents ne sont pas rares. Je ne sais pas combien il y a de bactéries au centimètre carré, mais Un peu plus loin, le père Thomas tient à nous montrer la spécialité culinaire de la décharge. On la trouve au menu de ces restaurants improvisés que fréquentent les chiffonniers. Des restes de poulet laissés par les clients des fast-foods de Manille et qui finissent sur le tas d'ordures. il les bouillante de nouveau et ensuite il le frit, pensant ainsi éliminer un certain nombre de bactéries. Et c'est pas le cas, évidemment. Évidemment, c'est pas le cas. Oui. Enfin, je ne vous conseillerais pas d'en manger. Une portion coûte 20 pesos, 30 centimes d'euros. C'est plus du quart d'une journée de salaire sur la décharge. Alors que faire pour aider les chiffonniers à sortir de la misère? Pour le père Thomas et l'abbé Mathieu, la priorité, ce sont les plus petits. Tout au fond de la décharge, loin du balai des camions poubelles, des enfants, dont le plus vieux n'a pas 10 ans, ramassent ce dont les plus grands n'ont pas voulu. Inconscients du danger, ils creusent toute la journée, à quelques centimètres à peine des bulldozers. On a un enfant qui est décédé l'année dernière parce qu'il a été enfoui. En fait, il montait sur les ordures comme ça. Et en fait, ça s'est écroulé, donc il a été enfoui sous les ordures. Le petit enfant en rouge là qu'on voit près de la pelleteuse, si vous faites attention, il a même pas de bottes, il est pieds nus. Donc comme sur cette décharge-là, on trouve même parfois des déchets hospitaliers, ça peut faire des catastrophes. Cet enfant peut attraper n'importe quelle maladie. Et ça fait des catastrophes. Parmi les protégés des 2 prêtres, Reynaldo, 8 ans. Il fouille le sol 10 heures par jour à la recherche de petits bouts de métal. Cela fait 2 ans que l'abbé Mathieu tente de le sortir d'ici, en vain. Reynaldo doit travailler tous les jours pour nourrir sa famille. Anong edad mo nung dumating ka dito? Yung unang beses na pumunta ka dito? Ilan taon ka? 6. Sabihin mo na lang yung ilang mga kapatid mo, ganyan. Mga pamilya. Po, namatay po 2. Bakit hindi ka nag-aral?
Wala po. Wala pa. Wala kasi kami pambayad sa eskwela. Pagod ka na? Pagod, no? Sakit sa ano, likod? Il a mal au dos. Fatigue et il a mal particulièrement au dos, en fait. Ok, c'est pas difficile de comprendre, hein. Les conditions de vie de Reynaldo sont ahurissantes. Avec sa famille, il habite de l'autre côté de ce pont. Dans ce bidonville, 3 ou 4 000 personnes s'entassent dans des cabanes plantées directement sur les couches d'ordures. Les gens s'installent un peu n'importe où. Ils plantent leur baraquement et ça grandit, en fait. Le village s'étend. Quand on est arrivé ici, vous n'aviez pas de maison ici, il n'y avait pas de maison devant là. Et puis progressivement, en fait, les gens s'installent. Ils n'ont pas de place, donc il faut bien s'installer quelque part. Le Kimet, vous voyez bien, hein, il y a 3 planches de bois et puis des bouts de plastique, des bouts de tôle, et ça fait la maison. On met les enfants, on met la maman, on met la grand-mère. Ce sont des familles entières qui ont quitté leur province en quête de travail. Pour elles, la misère du bidonville est toujours préférable à la famine qui sévit dans les campagnes. Pour venir en aide aux habitants de la décharge, le père Thomas et l'abbé Mathieu ont ouvert un centre en plein cœur du bidonville. Tous les midis, comme plus d'une centaine de petits chiffonniers, Reynaldo vient y manger une assiette de riz et de poisson. Le seul vrai repas de sa journée. Ikaw rin, ayaw ba? Ayaw mo? Ayaw mo, ayaw mo. Ito yung kanya nila. Baka na na ako. Grâce à la distribution gratuite de ces repas, la malnutrition a quasiment disparu de la décharge. En prime, les éducateurs inculquent aux enfants des notions d'hygiène. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Je leur apprends à se laver les mains. C'est important de se laver les mains avant de manger. Quand ils ont très faim, ils ont tendance à tout de suite passer à table. Alors il faut le leur rappeler. On a commencé par ce petit centre en fait qui a été monté pour la nutrition et puis pour essayer de faire de la préscolarisation pour les enfants. Et puis ensuite on a agrandi avec ce plus grand centre ici où vous avez des enfants de tous les âges. Vous avez des enfants qui sont là pour une préscolarisation, pour les préparer à l'école, et puis des enfants qui sont là en soutien scolaire ou des enfants qui sont là pour avoir des activités scolaires parce qu'ils ne vont pas du tout à l'école. Le travail de Reynaldo sur la décharge ne lui laisse que peu de temps pour profiter du centre. Dans ses moments libres, le petit chiffonnier rêve d'une autre vie. Family driver po. Family driver. Opo. Pero bakit may ganun kang isip? Kasi po gusto po ng nanay ko yung driver po ako. Reynaldo, sa palagay mo, paglaki mo, dito ka pa o gusto mo sa ibang lugar? Ito na lang po. Dito na lang. Pero pag team driver ka, Opo. ay dito ka. Il n'imagine pas d'ailleurs. Il n'imagine qu'ici, mais il n'a pas d'autre référence. Il ne peut pas imaginer un ailleurs. La seule chose qu'il voit qui change des poubelles, c'est un monde irréel qui est le monde de la télévision. Mais c'est de l'intouchable. Ils ne connaissent pas en fait. Ils ne sont même pas sûrs que ça existe vraiment. On se sent terriblement impuissant devant ça. On se sent terriblement impuissant. Évidemment, on apporte des repas, on permet à des enfants de pouvoir être scolarisés, de pouvoir... évidemment, on permet tout ça. On permet de faire un suivi médical de certains enfants, etc. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il faut continuer. Il faut même que ça se multiplie. Mais en même temps, on se sent impuissant. On se sent impuissant parce que vous avez sourire des enfants là, mais la réalité, pour eux, la majeure partie de la journée, elle reste là. Elle reste là. Elle reste là à fouiller les poubelles. À fouiller les poubelles. Qu'on éprouve à certains moments des doutes et des moments de découragement, oui. Mais on doit vraiment essayer de dépasser ces moments-là. Sinon, on s'enferme dans le désespoir. Vous avez déjà eu des moments d'intense découragement ici? Oui, j'en ai encore et j'en aurai encore, mais
Mais c'est l'espérance qui doit être la plus forte, malgré tout. Si les enfants de la décharge sont encore capables de sourire, c'est parce qu'ils ont au moins un toit, une famille. Ce n'est pas le cas de tous. Les deux religieux le savent, à Manille, il y a encore plus urgent. Ce sont les gosses des rues qui hantent les trottoirs. Certains sont orphelins, d'autres ont fui les coups et les abus sexuels au sein même de leur famille. Il serait plus de 10 000, rien que dans la capitale. Pour fuir la réalité, la plupart sniffent du rugby, un solvant industriel utilisé pour décaper les sols. Un produit hautement toxique qui brûle les poumons. Pour le père Thomas et l'abbé Mathieu, ces enfants sont la priorité absolue. C'est pour eux qu'ils ont créé il y a 8 ans un premier centre d'accueil. Ici, 30 enfants réapprennent à vivre. Âgés de 3 à 18 ans, ils ont tous été ramassés dans la rue il y a seulement quelques jours ou quelques semaines. Ils se sont laissés convaincre de venir là pour tenter de changer de vie. Pour la plupart, ils n'en sont pas à leur premier séjour. Parmi les enfants qui sont ici, vous en avez qui ont fait de multiples allers-retours dans la rue, d'autres qui sont déjà un peu plus stables. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que tous ont vécu des choses terribles en étant dans la rue. Ils sont obligés de survivre par de petits boulots, par le vol, mais aussi, hélas, bien souvent par l'usage de la prostitution. Avec des éducateurs philippins, le père Thomas et l'abbé Mathieu tentent de réhabituer les enfants à une vie réglée. Cours de rattrapage et surtout discussion avec les éducateurs, tout est fait pour éviter les fugues et la redescente dans l'enfer de la rue. Il est 19h, le travail continue pour l'abbé Mathieu. Ce soir, avec une équipe du centre, il part en tournée de ramassage. Car la nuit, les rues de Manille fourmillent de gamins livrés à eux-mêmes. Au cours de ces patrouilles, l'abbé Mathieu repère les nouveaux venus dans la rue et tente de convaincre ceux qu'il connaît déjà de le suivre au centre d'accueil. Ce soir, direction le cimetière de Sangandaan, certainement l'endroit le plus sinistre de la capitale. Hey Jonathan. Combien sont-ils à avoir trouvé refuge parmi les tombes pour échapper aux dangers de la rue? Au passage de l'équipe, des dizaines d'enfants surgissent de l'ombre. Certains vivent là depuis des années. Tous sont shootés au rugby, le solvant qui fait des ravages. La première fois que je suis venu ici, je ne savais plus quoi penser. Parce que quand on sort de cet endroit-là, on a l'impression qu'on a rêvé, non, qu'on a cauchemardé. On n'a pas l'impression que c'est réel. Vous avez des enfants qui vivent dans des tombes, voilà. Des enfants qui ont choisi comme endroit de vivre parmi les morts et d'oublier la vie, d'oublier les vivants. Donc ils ont quitté la vie et ils choisissent des habitudes de mort. Et c'est ce qui se passe ici. Mais regardez, ils sont tous sur les tombes. Ils sont tous sur les tombes et ils choisissent le solvant et ils choisissent la drogue. Non, non. Vous avez la croix là. Ils sont à l'intérieur d'une tombe ici. Voilà, ils sont une trentaine là. Trentaine d'enfants. Ça fait partie des groupes. Ils se réunissent parce qu'ils ont réussi à avoir une télévision. Alors en général, il y a un petit paiement. Chacun paye un peso pour pouvoir regarder la télévision tous ensemble, quoi. Voilà. Ce sont des jeunes. Le jeune qui est avec son sachet de rugby qui est juste devant, ici, là, c'est un ancien de la fondation qui malheureusement est parti. Et il s'est mis avec une jeune fille et il a 2 enfants. Et sa compagne est au-dessus, Jennifer. Marvin, Jennifer. C'est difficile, vous voyez, quand on a un groupe comme ça, il y a une espèce de mouvement de groupe qui fait pour que les enfants quittent cet endroit, cet enfer, et ben c'est pas facile de faire désirer le paradis à un enfant qui est en enfer. Sur une pierre tombale, les éducateurs improvisent une consultation médicale.
Dans leur trousse de secours, de quoi soigner coupures, gales et infections. L'assistance psychologique en prime. Ils se font soigner leur cœur. Donc ils montrent des toutes petites blessures en général. Des petites blessures qui parfois sont déjà guéries, il n'y a rien à faire. Mais vous savez, de mettre de la bétadine et de mettre un peu d'alcool, ça permet d'engager la discussion. Et c'est de ça dont ils ont besoin. Et c'est ça qu'ils demandent. C'est ça qu'ils demandent. Ce qu'ils recherchent, c'est qu'on fasse un petit peu attention à eux, c'est tout, quoi. Regardez ce qu'il veut se faire soigner là. Paquetamo. Et voilà. C'est une petite coupure qui doit faire à peu près 1,5 mm et qui est déjà toute sèche. Donc c'est très clair, c'est pas du tout la... Ça lui fait pas mal, c'est pas ça. Ce qu'il recherche, c'est qu'on fasse attention à lui, c'est tout. C'est de ça dont ils ont besoin. Il est minuit passé. Après avoir arpenté les allées du cimetière pendant 2 heures, le prêtre et son équipe repartent heureux. 2 enfants ont accepté de les accompagner. Retour au centre, l'abbé Mathieu ne se fait pas d'illusions. 9 fois sur 10, les enfants qu'il recueille retournent dans la rue. Pour ces deux-là, la partie n'est pas gagnée. C'est une première victoire. C'est une première victoire parce qu'ils ont quitté la rue. C'est déjà un pas énorme. La deuxième victoire, c'est s'ils sont encore là demain matin. Troisième victoire, c'est s'ils sont là à la fin de la journée, demain. C'est des pas après pas. Vraiment, chaque enfant... La première victoire, c'est vraiment qu'ils aient quitté la rue. Ils ont quitté leur groupe et c'est déjà énorme. Voilà, c'est un premier pas. Deuxième pas, on l'attaque demain et on verra bien.